Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Souloumiac, président de la World Creator Society, une organisation non gouvernementale qui œuvre à l'échelle mondiale pour la protection des idées créatives. Fort de plus de 30 ans d'expérience en tant que consultant juridique européen, expert réputé en propriété intellectuelle, Alain vient nous parler aujourd'hui de son livre intitulé « Retour sur investissement pour les startups ». Ce livre va prochainement paraître aux éditions Les Trois Colonnes. Peux-tu nous expliquer pourquoi ce livre devrait particulièrement intéresser les startups? Oui, parce que tout d'abord, il s'inscrit en faux contre l'idée simpliste que les startups échoueraient parce que leurs innovations ne répondent pas aux besoins du marché. Ça, c'est la réponse très facile. La réalité, c'est que la plupart des startups échouent parce qu'elles ne reçoivent pas les moyens d'atteindre leur marché. Il faut de l'argent, il faut pouvoir monter une bonne équipe, il faut une bonne stratégie. Tout ceci suppose des moyens et on ne leur donne pas. Deuxième intérêt du livre, c'est qu'il apporte justement ces moyens qui font défaut. Il donne aux startups les moyens d'avoir une propriété intellectuelle. Et ces moyens vont contre les mauvaises pratiques actuelles de la propriété intellectuelle. Ils ne se basent pas sur les droits fondamentaux de notre état de droit, sur nos constitutions et tout l'ensemble. Donc on se remet en ligne avec ce qu'est la propriété intellectuelle par nature. Et puis, troisième point, il rappelle cette vocation des startups à relever les défis du monde contemporain et à nous sortir des grands problèmes et des grands défis que connaissent nos sociétés à l'heure actuelle. On sait aujourd'hui que ce sont 9 startups sur 10 qui échouent. Concrètement, comment ce livre pourrait-il changer cet état de choses? Les startups ne manquent pas d'idées créatives et si on leur donne le temps, par itération successive, beaucoup d'entre elles vont sortir de très bons produits. Mais ce temps et l'argent qui est nécessaire pour cette recherche-développement, elles ne l'ont pas. Et pourtant, les fonds sont abondants et les capitaux risqueurs ont envie d'investir dans ces startups. On sait que, bon, évidemment, c'est des exceptions, mais il reste énormément de possibilités pour beaucoup de startups. On sait que celles qui deviennent licornes multiplie par 1000 et plus le retour sur investissement initial. La valeur ajoutée se multiplie par 1000. Alors évidemment, tous les financiers se ruent sur ces startups et veulent investir dans ces startups. Le problème, c'est que les startups ne peuvent pas leur garantir ce retour sur investissement en cas de succès. Si elles réussissent, leur avance technologique ne dure pas longtemps, la concurrence s'empare de leurs idées créatives et il n'y a plus de possibilité d'avoir ces retours sur investissement. Donc, pour avoir ces retours sur investissement, il faut cette propriété intellectuelle. Mais alors, peux-tu nous expliquer pour quelles raisons les startups ne protègent pas la propriété intellectuelle de leurs innovations? La raison est simple, outre la complexité de la propriété intellectuelle actuelle qui est faite de plusieurs couches historiques successives, le prix du brevet est inabordable. Évidemment, on peut dire qu'on peut prendre un brevet français, mais ça représente que 3% du marché mondial. C'est pas extrêmement intéressant. Il faut l'étendre dans les principaux pays, et ça, par brevet, ça coûte à peu près 100 000 $. C'est impossible pour la plupart des startups. Une petite minorité d'entre elles y arrivent, et celles-là, leur taux de succès est très impressionnant. Il y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est un rapport de European Deep Tech de 2023, et il indique que 40% des startups qui ont une propriété intellectuelle ont pu lever plus de 5 millions de $. C'est des sommes fantastiques pour démarrer une startup, 5 millions de $. Malheureusement, 99% des startups n'ont pas cette propriété intellectuelle. Pour mieux appréhender ces enjeux de la propriété intellectuelle, peux-tu nous donner au moins un exemple de réussite d'un créateur de start-up qui n'avait au départ qu'une bonne idée? Oui, j'ai plusieurs exemples, mais un en particulier me vient à l'esprit, c'est celui de Roland Moreno, que j'ai bien connu. Roland Moreno était un citoyen ordinaire, qui travaillait comme reporter dans une revue qui s'appelait Détective. Et puis, soudainement, en 1974, il a eu une idée, la carte à puce. Et cette idée, aujourd'hui, ce sont des milliards de cartes à puce qui circulent dans le monde, donc ça a été une réussite fantastique. Et quel fut le secret de cette réussite? Alors, il y a un élément clé dans ce succès, c'est une personne qu'il a rencontrée cette année-là, qui était un très grand conseiller en brevet, un très bon conseiller en brevet, Jean Moulin. Et Jean Moulin lui a rédigé son premier brevet et il a
mis au point une revendication formidable parce que extrêmement simple et extrêmement efficace pour trouver les contrefacteurs. La carte à puce s'autodétruit après 3 tentatives infructueuses. Et ça en a fait l'instrument de paiement le plus fiable et le plus sûr du monde. Face aux obstacles majeurs que rencontrent les startups aujourd'hui, est-ce que tu as des solutions immédiates à leur proposer? Oui, j'ai réfléchi pendant une dizaine d'années sur ces solutions et ça m'a amené à mettre au point un standard tiré des principes essentiels de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce standard a pour élément clé, élément central, un brevet privé qu'on appelle Creabook. Les axes de ce standard, les grands axes, sont résumés dans le livre sur le retour sur investissement des startups, et les téléspectateurs qui sont intéressés par ces extraits peuvent le télécharger à l'adresse suivante. Il y a aussi, on a mis aussi en téléchargement un tutoriel qui s'appelle CreaMaker et qui permet à chaque startup immédiatement d'écrire son brevet privé, son Creabook, de l'horodater et de disposer d'une première propriété intellectuelle pour protéger la primauté de ces innovations. Donc avoir une première protection paraît indispensable, c'est indiscutable, mais ce nouveau standard, est-ce qu'il pourra vraiment rivaliser avec la protection dont a bénéficié Moreno? Oui, parce que le brevet est un vieil instrument, il n'est plus tout à fait adapté à notre époque, il n'est pas du tout adapté aux startups. Et Moreno a gagné pas mal d'argent avec cette histoire. À la veille de sa mort, il était à la tête d'un capital de l'ordre de 500 millions d'euros. Mais par rapport à Bill Gates, c'est pas grand-chose. Et Bill Gates, lui, à l'heure actuelle, c'est une centaine de milliards de dollars dont il dispose. Donc c'est des sommes énormes. Et Bill Gates, lui, sa propriété intellectuelle, c'est pas le brevet, c'est le droit d'auteur. Et c'est sur ce droit d'auteur, qui est beaucoup plus fort, qui a une durée beaucoup plus longue, que s'appuie le Creabook. Si les créateurs de startups peuvent écrire eux-mêmes leur brevet privé, je me pose la question de savoir ce que vont devenir les conseils en propriété intellectuelle. Est-ce que finalement leur travail n'est pas menacé à terme par ce nouveau système? Non, il n'est pas menacé du tout. On a vu tout à l'heure le rôle important qu'avait joué Jean Moulin. C'est Creabook, ce premier Creabook qui protège la propriété au départ, il va évoluer, il va s'améliorer, et la startup va vouloir obtenir des certificats de valeur pour ses capitaux risqueurs. Elle veut démontrer que son titre est solide. Et ces certificats, on les mène au sein de Creafree au niveau le plus élevé, avec des jurys qui sont composés des meilleurs spécialistes du monde dans la matière. Ça équivaut un petit peu à un prix Nobel. Eh bien, le conseil en brevet, le conseil en propriété intellectuelle, il est absolument nécessaire pour écrire ces titres et pour écrire ces si bonnes revendications, comme l'avait fait Jean Moulin pour Moreno. Donc on a vu que le brevet privé pouvait avoir une valeur supérieure au brevet d'État, mais une autre question se pose, son processus de délivrance ne devient-il pas finalement aussi long et coûteux que le brevet d'État? Oui, sans atteindre les sommes en titre équivalent du brevet d'État, il reste toujours extrêmement compétitif avec le brevet d'État. Le brevet le privé, le Creabook évolué, certifié et autres, ça prend du temps. Et donc, ça va prendre une durée à peu près similaire à celle de la délivrance d'un brevet. Avoir ce certificat d'originalité, ça va prendre 2 ou 3 ans. Et les coûts ne vont pas être négligeables du tout. Mais ils sont inférieurs au coût du brevet d'État et le titre donné sera très supérieur au brevet d'État. En outre, on a développé un système, le Bootcamp, qui réunit 40 startups qui sont patronné par un conseiller en propriété intellectuelle, et ça permet de diviser les coûts du conseiller en propriété intellectuelle sur plusieurs têtes, et aussi d'utiliser une émulation entre toutes les startups. Alors on procède en ce moment à des recherches de startups pour essayer de sélectionner les meilleurs pour ce bootcamp, et on a, figure aussi sur cette vidéo, un lien qui permet de télécharger le questionnaire pour s'inscrire à ce bootcamp. Je crois que ton livre et les outils qu'il propose vont apporter une réelle solution au problème des startups. Merci Alain et à très bientôt.